Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est l'heure du journal sur Télé Sud à la une de l'actualité. Le Sénégal qui a vécu une fois encore des heures sombres, des heures déclenchées suite à la condamnation pour corruption de la jeunesse hier de l'opposant Ousmane Sonko ont provoqué au moins 9 morts. Le point de la situation dans ce journal. En Ukraine, l'ONU s'inquiète du ralentissement des expéditions de céréales en mer Morte. Le porte-parole du secrétaire général évoque le spectre de l'inflation des prix alimentaires si rien n'est fait pour une meilleure application de l'accord céréalier entre Moscou et Kiev. Nous parlerons aussi dans cette édition de la dernière ligne droite pour le deuxième cycle de négociations internationales en vue de l'élaboration du traité contre la pollution plastique. Les travaux se déroulent depuis près d'une semaine à Paris. Je vous le disais en titre, 9 morts, c'est le bilan des échauffourées qui ont éclaté hier dans plusieurs villes du Sénégal après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans l'affaire de viol qui secoue le pays depuis 2 ans. Cette condamnation intervenue à 9 mois de la présidentielle fait planer sur lui le risque de l'inéligibilité et compromet ses chances de concourir à cette élection. Mathieu Nicolas. Une voiture en feu au milieu de la route. Un peu plus loin, des fumées sont si épaisses qu'il est difficile d'y voir quelque chose. Des heurts ont éclaté à Dakar. Jeudi soir, la capitale sénégalaise a été le théâtre de violents affrontements entre les partisans d'Ousmane Sonko, condamné à 2 ans de prison quelques heures auparavant, et les forces de l'ordre. 9 personnes sont mortes lors de ces heurts à Dakar et à Ziguinchor. Nous avons constaté avec regret des violences ayant entraîné des destructions sur des biens publics et privés et malheureusement 9 décès à Dakar et à Ziguinchor. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, nous tenons à exprimer nos sincères condoléances aux familles des victimes et témoignons de tout notre soutien aux personnes affectées. Le parti d'Ousmane Sonko, le PASTEF, avait appelé les Sénégalais à descendre dans la rue et à désobéir en réaction à la condamnation de leur leader à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Après l'annonce du verdict, des affrontements ont mis aux prises des jeunes et les forces de sécurité à coups de pierre et de gaz lacrymogène près de l'université de Dakar. De nombreuses routes ont été bloquées. La circulation du TER qui relie Dakar à la banlieue a aussi été interrompue et des bus ont été pris pour cible. L'accès à certains réseaux sociaux ont été restreints par le gouvernement. Ayant constaté sur les réseaux sociaux la diffusion de messages haineux et subversifs, l'État du Sénégal, en toute souveraineté, a décidé de suspendre temporairement l'usage de certaines applications digitales par lesquelles se font des appels à la violence et à la haine. Une vingtaine de civils ont été tués depuis 2021 dans des troubles liés à la situation d'Ousmane Sonko. Le pouvoir et le camp du leader du PASTEF s'en rejettent la faute. Avec cette peine de 2 ans de prison ferme, la course vers la présidentielle semble s'arrêter pour Ousmane Sonko, qui perd son éligibilité. Selon le ministre de la Justice, il peut désormais être arrêté à tout moment. Dans ce contexte de violence meurtrière et face au flou entretenu par le président Macky Sall sur sa probable candidature à un 3e mandat, 3 ex-premiers ministres sénégalais lui ont adressé une lettre ouverte, lettre dans laquelle Mamadou Lamine Loum, Aminata Touré et Abdoul Mbaye lui demandent de confirmer sa promesse de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Ils souhaitent par ailleurs que le président Macky Sall s'engage à organiser des élections inclusives, libres et transparentes. Seule solution, selon ses anciens premiers ministres, de garantir la stabilité politique et sociale dans le pays.
Signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la RDC et la Cour pénale internationale jeudi. Le document porte sur le renforcement de la coopération pour lutter contre l'impunité face aux crimes de guerre et contre l'humanité. La signature est intervenue au terme de 4 jours de visite du procureur de la CPI, Karim Khan, en RDC, notamment à l'est du pays, zone où sévissent de nombreux groupes armés comme le M23. L'heure est à l'action collective pour que les enfants qui naissent, les beaux enfants que j'ai vus, nés des mères qui ont des enfants, soient la dernière génération à naître dans ces circonstances forcées. Au Soudan, le nombre de réfugiés soudanais, au Tchad plutôt, le nombre de réfugiés soudanais ne cesse d'augmenter depuis le début du conflit qui ensanglante leur pays. Le Tchad accueille désormais plus de 100 000 personnes en provenance du Soudan, un chiffre dont s'est alarmé hier le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés qui réclame un soutien financier d'urgence. Soukaïn Askali Sall pour les précisions. Il serait désormais au moins plus de 100 000 réfugiés soudanais à avoir fui au Tchad. Ce nouveau chiffre a été donné ce jeudi par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés qui réclame un soutien financier. On estime que jusqu'à 200 000 nouveaux réfugiés de plus pourraient être forcés de fuir vers le Tchad dans les 3 mois à venir. La majorité de ces réfugiés sont originaires du Darfour, région de l'ouest soudanais frontalière avec le Tchad. Au 29 mai, près de 115 000 arrivées avaient déjà été enregistrées, dont 90 000 Soudanais et près de 25 000 non-Soudanais. Parmi eux, plus de la moitié sont des femmes enregistrées à l'est du Tchad, tandis que de nouvelles arrivées se poursuivent à Wadi Fira, Kadaï et Silla. La saison des pluies arrivant dans les prochaines semaines, nous avons besoin d'une logistique massive pour déplacer les réfugiés des zones frontalières afin d'assurer leur sécurité et leur protection. Nous avons un besoin urgent de financement. J'invite la communauté internationale à nous fournir ces moyens pour continuer à intensifier les interventions et sauver des vies. Pour fournir une protection et une assistance vitale à toutes les personnes réfugiées ou déplacées au Tchad, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a besoin de plus de 214 millions de dollars, dont 72,4 millions pour la réponse d'urgence à la crise des réfugiés soudanais. Selon l'organisation onusienne, seuls 16% sont financés pour le moment. Une autre inquiétude de l'ONU, il s'agit du ralentissement des expéditions de céréales en mer Morte. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies évoque le spectre de l'inflation des prix des produits alimentaires si rien n'est fait pour une meilleure application de l'accord céréalier entre Moscou et Kiev. Laurent Leleu. L'ONU a exprimé sa préoccupation concernant le ralentissement des expéditions de céréales dans le cadre de l'initiative céréalière de la mer Noire. En mai, les exportations ont représenté moins de la moitié des quantités d'avril, déjà marquées par une baisse. Or, elles sont cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale, puisqu'aucun pays n'a été et n'est en mesure de compenser la production ukrainienne. Nous sommes préoccupés par le ralentissement continu de la mise en œuvre de l'initiative de la mer Noire, observée notamment au cours des mois d'avril et de mai. En mai, 33 navires ont quitté les ports ukrainiens, soit la moitié du nombre par rapport au mois d'avril précédent. Un ralentissement dû à la décision de la Russie de limiter les enregistrements tant que l'ammoniac n'est pas exporté. Elle réclame en particulier la reprise du fonctionnement du pipeline Togliatti-Odessa pour les livraisons d'ammoniac, un composant chimique essentiel de l'engrais minéral. La Fédération de Russie a informé le Centre conjoint de coordination de sa décision de limiter les enregistrements au port de Yuzhny, Pivdeny, tant que l'ammoniac n'est pas exporté. Et actuellement, ce n'est pas le cas. La situation est jugée très grave par l'ONU car elle a un impact sur la sécurité alimentaire mondiale. L'ONU a présenté des suggestions pratiques pour relancer l'initiative, telles que garantir un accès inconditionnel au port, augmenter le nombre d'inspections et anticiper les enregistrements prévisibles pour éviter les retards des navires.
Le secrétariat de l'ONU a présenté des suggestions pratiques à toutes les parties au niveau stratégique et opérationnel, en gardant à l'esprit les avantages mondiaux de l'initiative. Nous continuerons notre engagement avec les parties concernées pour une reprise complète des opérations et de la poursuite de l'initiative. Une remise en cause des corridors permettant d'exporter les céréales ukrainiennes serait donc périlleuse pour l'ONU. Selon les chiffres du Centre conjoint de coordination, au 1er juin, plus de 30 millions de tonnes de céréales ukrainiennes ont été exportées dans le cadre de cet accord de juillet 2022. À présent, le reste de l'actualité commenté par Noël Ndong et monté par Michel Tran. Le mandat d'arrêt visant l'ex-premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida a été levé par le tribunal militaire de Ouagadougou jeudi, ouvrant la voie à son éventuel retour au Burkina Faso après 7 ans d'exil au Canada. Le tribunal militaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur le dossier dans lequel Isaac Zida est poursuivi pour des faits de désertion en temps de paix et refus d'obéissance, a déclaré Salifou Dembélé, ancien avocat de l'ancien chef du gouvernement. Résident au Canada depuis 2016, Isaac Zida a été radié de l'armée par le président de l'époque, Roch-Marc Christian Kaboré, pour désertion en temps de paix et insubordination. Mardi prochain, le 6 juin, à l'occasion d'une nouvelle journée de grève et de manifestation contre la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale, de nombreux vols seront annulés, a annoncé la Direction générale de l'aviation civile jeudi. Du lundi 5 juin au soir jusqu'au mercredi 7 juin à 6 h du matin, le trafic sera perturbé au départ et à des aéroports de Paris, Orly, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes, a indiqué l'administration qui a demandé aux compagnies aériennes d'annuler un tiers de leurs vols à Paris-Orly et un vol sur 5 en provenance ou à destination des aéroports en province, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes. Des annulations et retards supplémentaires sont également attendus. Par un vote du Congrès américain, les États-Unis ont suspendu jeudi le plafond de leur dette et écarté, à quelques jours près, la menace d'un défaut de paiement. C'est une grande victoire pour l'économie et pour le peuple américain, a déclaré le président Joe Biden. Les États-Unis n'avaient que jusqu'à lundi pour éviter la banqueroute. La Chambre des représentants a pu trouver un accord pour éviter aux États-Unis de plonger dans l'inconnu. Joe Biden va promulguer l'accord ce vendredi qui permet de suspendre jusqu'après les élections présidentielles et législatives de 2024. Washington, comme toutes les grandes économies, vit à crédit. Mais contrairement aux autres pays développés, les États-Unis butent régulièrement sur une contrainte juridique. Le plafond de la dette, son montant maximum d'endettement est actuellement à 31 400 000 milliards de dollars. C'est la dernière ligne droite pour le second cycle de négociations internationales en vue de l'élaboration du traité contre la pollution plastique qui empoisonne la nature et la santé humaine. ONG, scientifiques et représentants de 175 États dans le monde se sont réunis depuis le début de cette semaine au siège de l'UNESCO à Paris pour réfléchir sur la question. Les discussions pourraient évoluer jusqu'à tard dans la nuit de ce vendredi sous Kaidaska. Le temps est compté. Il reste moins de 24 heures aux 175 pays réunis à Paris pour négocier le futur traité mondial contre la pollution plastique. Objectif, élaborer d'ici fin 2024 un traité juridiquement contraignant pour réduire la pollution plastique mondiale. Il n'y a pas de solution aux pollutions plastiques sans acter d'une réduction drastique de la production et de la consommation des plastiques. Alors que 175 acteurs négocient depuis lundi pour jeter les bases d'un accord mondial avec un outil juridique contraignant, les négociations patinent alors même que le fond du sujet n'a pas été évoqué. Il faut être cranté à Paris, il y a 2040, il y a la fin du plastique à usage unique, il y a le principe d'un financement qui repose sur le pollueur-payeur. Parce qu'on a dans ce domaine à intégrer les industries pour qu'elles financent les mécanismes de solidarité. Si on a ça, déjà on aura un socle qui sera solide. Une coalition d'une cinquantaine de pays, dont fait partie la France, défend un texte de haute ambition qui préconise notamment la réduction de la pollution plastique et l'interdiction des plastiques à usage unique.
En face, ce sont les États-Unis, premier consommateur mondial de plastique, et la Chine, premier producteur qui cherche à éviter les mesures obligatoires et contraignantes. Le monde produit toujours davantage de plastique, 234 millions de tonnes en 2000, contre 460 en 2019, selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique de février 2022. Et seulement 9% des déchets sont recyclés dans le monde. Un exemple des conséquences de la pollution plastique, direction l'est de la RDC. Régulièrement, certaines installations de la plus grande centrale hydroélectrique du pays sont à l'arrêt. Arrêt provoqué par des déchets plastiques qui bloquent les turbines du barrage de Ruzizi près de la ville de Bukavu. Reportage. Ils sont attirés là comme par un aimant. Des milliers de bouteilles, bidons et autres emballages plastiques viennent s'entasser dans le barrage de Ruzizi, tout au sud du lac Kivu, à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le relief montagneux, le climat très humide n'aide pas, même les déchets jetés à Goma, à des dizaines de kilomètres de là, sont charriés jusqu'ici par les eaux de pluie. Le phénomène ne date pas d'hier, cela fait 13 ans que Bionanine Moubalama s'efforce avec sa barque de déblayer la surface de l'eau. Un combat perdu d'avance vu l'ampleur qu'a pris cette pollution. Et ces déchets ne font pas que flotter. Quand ils arrivent à la centrale hydroélectrique de Ruzizi, la plus grande de l'est de la RDC, ils s'accumulent dans les installations jusqu'à une profondeur de 14 mètres. Ils ont ainsi endommagé l'une des 4 turbines du site. Elle est à l'arrêt. C'est un groupe de 6,3 MW. Et donc sur le total de 30 MW que nous pouvons produire, vous comprenez que 6,3 n'est pas disponible. Et avec cet alternateur également tombé en panne à cause des déchets, ce sont au total 20 MW qui manquent au réseau de distribution, contraignant à restreindre l'alimentation en électricité des villes de Bukavu et Uvira. Il y a donc urgence à agir, à sensibiliser les habitants. Certains appellent même à sanctionner ceux qui se servent du lac comme d'une poubelle. Quelques structures se sont mises en place pour ramasser les ordures ménagères. Parmi elles, Plasticor, petite entreprise privée de valorisation des déchets. Aussi, nous faisons des campagnes de ramassage, parfois dans les rivières, sur la route. Donc nous faisons en sorte que les déchets vraiment n'atteignent pas le lac. Plasticor transforme ce qu'elle ramasse en objets qui se veulent utiles et beaux, des paniers, des pots de fleurs, des poubelles, des tabourets. Mais avec seulement 10 personnes et un travail entièrement fait à la main, c'est évidemment une goutte d'eau dans cet océan de déchets. La petite entreprise rêve d'industrialiser son activité pour contribuer à une réduction de 90% de la pollution du lac Kivu. Les praticiens de santé au Cameroun ont tenu mercredi à Yaoundé leur 4e assemblée générale réunie autour du bureau national du comité ad hoc. Ces professionnels de la médecine traditionnelle ont passé en revue le code déontologique de leur profession et le rôle de l'Assemblée nationale dans le processus de légalisation de ce secteur d'activité. Kel Diakam, Pierre Pafendongo, Cyrine Kidjoy. Très populaire en Afrique et particulièrement au Cameroun, la médecine traditionnelle, loin des préjugés et a priori, s'impose de plus en plus dans les habitudes sanitaires des populations. Je n'utilise pas le remède comprimé là, je n'aime pas ça. J'aime le remède traditionnel. Pourquoi? Parce que souvent quand tu prends ça, ça te nettoie complètement. Tu es à l'aise. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 80% de la population africaine fait recours à la pharmacopée traditionnelle pour se soigner ou prévenir des maladies. La médecine traditionnelle se veut donc complémentaire à la médecine moderne, chacune d'elles ayant ses valeurs. Ce que le blanc vient d'apprendre ici, nous avons le pur et l'original ici chez nous. Ça veut dire que mon frère qui touche à l'écorce, il connaît mieux ça que celui qui interprète dans le papier. Parce qu'au-delà de regarder, il communique avec son grand-père. Seulement, ce secteur d'activité en pleine expansion au Cameroun peine encore à s'affirmer sur le plan juridique
D'où le cri de détresse des professionnels de la médecine traditionnelle du Cameroun. Nous voulons vraiment que la médecine traditionnelle sorte de l'ornière, qu'elle crame au monde entier, qu'elle peut faire mieux. Des tradis praticiens engagés depuis 1974 dans la quête perpétuelle de la santé des populations qui ne demandent qu'à exercer leur profession de manière légale et voir ainsi leurs conditions de travail améliorées. Il faut que cette volonté, n'est-ce pas, des deux médecins ne soit pas seulement des mots, des paroles, que ce soit vraiment effectif sur le terrain. Au Sénégal, on a un hôpital de la médecine traditionnelle, on peut le faire également au pays. Il s'agit de la volonté politique. La réglementation de ce secteur passe dès lors par l'adoption d'une loi à l'Assemblée nationale et l'appui du ministère des Arts et de la Culture. Le ministre de la Santé nous a rassurés sur le fait que l'avant-projet de loi était déjà à un niveau avancé. Donc nous pensons que cette loi sera bientôt disponible. Réunis au cours de l'Assemblée générale des tradis praticiens de santé au Cameroun, ces professionnels lancent un appel à la solidarité et à la mutualisation des efforts dans ce voyage entamé il y a 49 ans pour que cette profession qui se veut noble et digne prenne véritablement son envol au Cameroun. Et nous terminons ce journal par ces images d'une énorme tempête de sable qui a englouti le canal de Suez en Égypte mercredi. Ce phénomène météorologique a fait jeudi 1 mort et 5 blessés après la chute d'un panneau publicitaire sur une voie de circulation rapide au cœur de Caire, la capitale. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Soukaina Scalissal pour l'édition du soir. Au revoir.